J'ai l'impression que chaque jour maintenant, je vois quelque chose dans les actualités sur le fait que l'humanité va commencer à coloniser Mars dans les 5 prochaines années, et je ne sais pas quoi croire. C'est l'une des vidéos les plus demandées sur la chaîne, donc je savais que je devais bien la faire, alors j'ai demandé de l'aide à mes amis de la Société Planétaire. Bill Nighy, président-directeur général de la Société Planétaire. Je suis allé à Los Angeles pour parler avec Bill Nighy afin de répondre à une question. Est-il même possible de coloniser Mars? Et sa réponse m'a choqué. Et puis, en ce qui concerne cette idée de s'installer sur Mars, je ne pense tout simplement pas que quelqu'un va le faire. Laissez-moi vous dresser un tableau. Nous sommes à la fin des années 1890 et un astronome américain, Percival Lowell, était devenu convaincu que Mars abritait une civilisation extraterrestre avancée. Il avait observé ses formations à la surface et croyait qu'il s'agissait de canaux d'irrigation construits par les petits hommes verts. Il pensait que les Martiens essayaient d'acheminer de l'eau depuis les pôles pour maintenir leur planète mourante en vie. Bien sûr, cela s'est avéré faux, mais il avait tout de même vu juste sur un point. Mars possède indéniablement de l'eau. Actuellement gelé, Mars avait sans doute un aspect très différent autrefois. L'intérêt pour Mars augmentait. Les gens rêvaient de ce à quoi la vie pourrait ressembler sur Mars, et si l'humanité pourrait un jour y poser le pied. En 1948, Wernher von Braun, le principal ingénieur en fusée en Amérique à l'époque, a écrit un livre sur la façon dont l'humanité pourrait coloniser Mars. Il imaginait un certain nombre de vaisseaux effectuant ce vaste voyage. 70 astronautes arrivent sur Mars et rencontrent des Martiens déjà présents. Et le plus étrange, c'est que le nom de leur chef était Elan. 19 ans après la publication de ce livre, Elon Musk est né. Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. On vous a comparé à Tony Stark. Aller sur Mars sera plus proche que prévu. Et il a un plan pour nous sauver. Dans le meilleur des cas, c'est environ 5 ans. Dans le pire des cas, 10 ans. Depuis les débuts de l'histoire de Manakon, il y a eu un petit point lumineux rouge dans le ciel nocturne appelé Mars. En 1976, la National Aeronautics and Space Administration a posé en sécurité Viking 1 et 2 sur Mars, réalisant ainsi les premières expériences sur la planète rouge. Mais la communauté était nerveuse. Si la National Aeronautics and Space Administration n'avait pas bien nettoyé les sondes, elles auraient pu contaminer Mars avec des microbes terrestres, compromettant la recherche de vie martienne. Carl Sagan est même allé jusqu'à dire que si des microbes existent sur Mars, les humains devraient s'en éloigner. Mars appartient alors aux Martiens, même si les Martiens ne sont que des microbes. Depuis lors, 10 autres robots ont atterri sur Mars, des rovers aux hélicoptères. Tous essaient finalement de résoudre le même problème. La vie existe-t-elle sur Mars? Et nous avons trouvé des indices. Les rovers Curiosity et Perseverance ont trouvé d'anciens lits de lacs avec des molécules organiques, suggérant que Mars était habitable il y a des milliards d'années. Ils ont cartographié la planète et ont découvert d'immenses dépôts de glace enfouis sous le sol, même autour de l'équateur. Quand je parle de glace, j'en parle vraiment en grande quantité. Si vous faisiez fondre toute la glace d'eau liquide présente sur Mars aujourd'hui, cela pourrait recouvrir toute la planète d'un océan de 35 mètres de profondeur. Cela a donné le feu vert à tous. Mars possède de l'eau et une atmosphère riche en dioxyde de carbone. Ce qui permet d'obtenir du carburant, de l'oxygène, de l'eau potable et bien plus encore. Bien sûr, exploiter ces ressources demande beaucoup de travail. Je pense que les gens ont cette impression que, avec l'avancée de la technologie, on finira par aller dans tous ces endroits. Mais je pense que les gens sous-estiment vraiment à quel point nous sommes loin de cela pour l'instant. La question est, pourquoi aller sur Mars de toute façon? Et pour être honnête avec vous, c'est parce que c'est notre seule option si nous voulons vraiment que des humains vivent sur une autre planète. Mars n'a pas de champ magnétique et possède une atmosphère très mince, ce qui signifie que les astronautes martiens seraient constamment exposés à des niveaux de radiation potentiellement mortels. Un astronaute martien subirait l'équivalent de 400 à 900 radiographies pulmonaires en radiation lors d'un seul voyage. Sans protection suffisante sur tous les habitats et le vaisseau spatial, ces astronautes subiraient des dommages à leur acide désoxyribonucléique et un risque accru de cancer. Sur Terre, notre champ magnétique nous protège de toute cette radiation nocive, et on pense que Mars en avait un dans le passé. Mais pour une raison quelconque, il a disparu, ce qui a conduit Mars à devenir le paysage sec et aride que nous voyons aujourd'hui.
La gravité de Mars équivaut à 38% de celle de la Terre. Et nous n'avons aucune étude sur l'impact de cet environnement sur notre corps. Nous savons que sur la Station spatiale internationale, les astronautes perdent une quantité importante de masse musculaire et de densité osseuse. Même si la gravité partielle de Mars pourrait aider, il est clair que nos corps n'ont pas évolué pour exister dans un tel environnement. Admettons que nous résolvions ces défis et puissions aller sur Mars. Où atterrirons-nous ? Bill a soulevé un problème vraiment important. Donc une préoccupation, c'est que ce qui rend un endroit sur Mars intéressant à explorer pour prélever des échantillons de roches argileuses, etc., pourrait être exactement le même vaste endroit où l'on voudrait tenter son premier atterrissage. Donc vous ne voulez pas contaminer les endroits intéressants avec vos affaires humaines. Et l'exemple que nous vous donnons est la sonde Surveyor. Vous pouvez vérifier, ce sont des engins spatiaux un peu plus petits que cette pièce. Et leur patin d'atterrissage était conçu pour exercer la même pression que le module lunaire avec 2 personnes à bord, car il y avait une inquiétude que l'engin ne s'enfonce simplement dans la poussière. Mais ce n'est pas arrivé. Mais ensuite, l'astronaute d'Apollo 16, probablement 15 astronautes, je devrais le savoir, s'est approché avec l'un des rovers sur la Lune, a rapporté un morceau, et c'est une lentille, je suppose, un assemblage de caméras du Surveyor. Ils l'ont ramené sur Terre. Ce sont des microbes qui ont survécu 2 ans à la surface, mais ils ont été contaminés en laboratoire sur Terre. La première colonie d'astronautes martiens doit trouver l'emplacement parfait, qui dispose de nombreuses ressources comme l'eau, mais aussi idéalement à une basse altitude, afin que l'atmosphère soit plus épaisse. Idéalement, il faudrait installer la première base au centre de la planète pour bénéficier de températures modérées et de l'énergie solaire. Mais ils doivent aussi s'assurer de ne pas atterrir dans un endroit où la vie pourrait exister actuellement. S'ils atterrissent là-bas, répandent leurs microbes et que les scientifiques analysent ensuite le sol à l'endroit de l'atterrissage, il leur sera vraiment difficile de prouver de façon concluante quels microbes sont martiens et lesquels viennent de la Terre. Comment en être sûr ? Il suffit de vérifier la présence de vie avant d'atterrir pour éviter de tout gâcher. Je pense que le but principal est de savoir s'il y a ou a eu de la vie. Commencez par ça. Commencez vraiment par prouver qu'il n'y a absolument rien de vivant sur Mars et qu'il n'y en a jamais eu. Ou alors trouvez quelque chose qui est vivant sur Mars. La solution ? La mission de retour d'échantillons de Mars. Le rover Perseverance a collecté ces tubes de sol martien ces dernières années et ils attendent actuellement d'être récupérés sur Mars. Lors de ce voyage à Los Angeles pour discuter avec Bill Nighy, j'ai également visité le terrain martien du Jet Propulsion Laboratory pour parler précisément de cette mission. Donc je laisserai les détails pour cette vidéo. Mais l'essentiel à retenir, c'est que nous avons besoin de récupérer ces échantillons avant que qui que ce soit ne touche à Mars et ne la gâche. À Los Angeles, je me suis souvenu d'une histoire de 1994. En gros, il y a eu une panne de courant dans toute la ville et les lignes d'urgence ainsi que l'observatoire Griffith, où je me trouve, ont reçu d'innombrables appels de personnes demandant de l'aide. Tout cela parce qu'ils disaient voir quelque chose d'étrange. Ils pouvaient voir ce gigantesque nuage menaçant qui s'étendait sur tout le ciel nocturne. Ce qu'ils regardaient, c'était la Voie lactée. Plus de 80% des habitants des grandes villes ne l'ont tout simplement jamais vu. Les lumières urbaines nous privent de ces magnifiques étoiles. Elles sont toujours là-haut, simplement plus cachées que jamais auparavant. Le vrai problème dans tout cela, c'est l'argent. Bien sûr, tout revient toujours au coût. Lancer un objet comme un ananas vers le Station spatiale internationale coûterait aujourd'hui environ 21 000 $ avec notre technologie. Pour Mars, c'est plutôt 200 000. Je veux dire, rien que pour envoyer un astronaute sur Mars avec tout l'équipement nécessaire, il faudrait l'équivalent de 10 fusées Saturn V en termes de charge utile. Mais Elon Musk a dit qu'il rêve de réduire le coût du voyage vers Mars à seulement quelques centaines de milliers de dollars. Donc, en théorie, n'importe qui pourrait économiser et partir. Mais comment compte-t-il s'y prendre pour y arriver ? Si vous utilisez une fusée traditionnelle, déménager votre famille sur Mars coûterait aujourd'hui environ 10 milliards de dollars. Mais si vous construisez une fusée entièrement réutilisable, les choses là commencent à avoir plus de... Starship,
la fusée la plus grande et puissante jamais construite, prête pour Mars. La clé du plan d'Elon Musk pour Mars a toujours été Starship. SpaceX pensait qu'un design de fusée très différent serait nécessaire pour rendre Mars commercialement viable. Cette nouvelle fusée devrait être capable de transporter beaucoup de masse pour un coût très faible. Et donc ils ont conçu Starship avec 3 nouvelles idées clés, entièrement réutilisables. Les fusées doivent aller jusqu'à leur destination, atterrir et déposer la cargaison avant de revenir pour une nouvelle charge utile. Ravitaillement en orbite. Si vous lancez une fusée en orbite avant de la charger avec tout le carburant nécessaire pour aller sur Mars, vous économisez énormément d'argent sur ce lancement initial. Enfin, produire du carburant sur Mars pour le voyage retour du Starship. Le Starship est en acier inoxydable car c'est bien moins cher que la fibre de carbone ou l'aluminium. Et le résultat, c'est cette bête de fusée capable de transporter 100 tonnes de cargaison vers Mars. Aussi incroyable que cela paraisse, la réalité du Starship aujourd'hui se voit d'elle-même. 8 Starships ont été lancés jusqu'à présent, 4 succès et 4 échecs. Lors du lancement le plus récent, ils ont réussi à récupérer le propulseur, l'étage qui emmène la fusée en orbite. Le deuxième étage a ensuite été perdu à cause de défaillance des moteurs. Mais pour être honnête, c'est ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont encore en train de développer cette fusée, essayant d'apprendre de plus en plus à chaque lancement et de perfectionner son design. Cela jette cependant un doute sur les affirmations d'Elon concernant la date d'envoi du premier humain sur Mars. Au mieux 10 ans, dans le pire des cas, 15 à 20 ans. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Mars est aussi en orbite autour du Soleil, ce qui signifie que les planètes ne s'alignent de façon à nous permettre de voler facilement vers Mars qu'une fois tous les 26 mois. Et il faut bien 6 à 8 mois pour y voyager réellement. Elon parle souvent de son souhait d'avoir 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050 et de son désir de mourir sur Mars. Mais pour que cela se produise, il faut que le calendrier cesse de prendre du retard. Il avait initialement prédit un atterrissage dans les années 2020, mais cela semble de plus en plus improbable. Un grand défi pour ces premières missions habitées vers Mars sera la durée réelle de leur voyage. Il y a une fenêtre de lancement en août 2033. Donc si nous lançons à ce moment-là, ils arriveraient en mars 2034, et ensuite, nous ne pourrons pas envoyer plus de ressources ou de personnes avant la fin de 2035. Ils doivent être capables de survivre longtemps sans aucun soutien de la Terre. Et puis, en ce qui concerne cette idée de coloniser Mars, je ne pense tout simplement pas que quelqu'un va le faire. Personne ne s'installe en Antarctique, ouais. Il fait froid, c'est inhospitalier, il n'y a vraiment rien à manger. Et on peut respirer, ce qui est essentiel. Si vous allez sur Mars, vous découvrirez très vite que vous ne pouvez pas respirer. C'est un vrai inconvénient. Aller sur Mars et y installer une base, c'est une chose, mais la terraformeur complètement, c'est une toute autre histoire. La terraformation consiste essentiellement à transformer Mars en Terre version 2.0. L'atmosphère doit être bien plus épaisse et les températures plus élevées. La pression à la surface de Mars est d'environ 6 millibars, alors qu'il en faudrait plus de 100 pour permettre la vie humaine. La température moyenne actuelle de la planète est d'environ 63 degrés C. Nous devons augmenter cette température au-dessus de 0 degrés Celsius pour que l'eau puisse rester stable à l'état liquide. Si nous pouvions faire cela, les humains pourraient simplement se promener avec un masque à oxygène et une veste. Alors comment fait-on réellement cela? Oh, c'est simple. Si vous ajoutez simplement plus d'atmosphère, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas vraiment simplement mettre l'atmosphère terrestre en bouteille et l'amener sur Mars. La solution consiste à libérer tout le dioxyde de carbone de contenu dans les calottes glaciaires gelées et dans le sol. Les calottes polaires sur Mars sont faites que de glace carbonique, donc si on les transforme simplement en gaz et qu'on extrait tout ce dioxyde de carbone du sol, on n'atteint que la moitié de l'objectif de pression, soit 50 millibars. Les réserves de dioxyde de carbone, 2 sur Mars, sont insuffisantes pour réchauffer la planète. Et tout cela sans compter qu'il faudrait littéralement 80 000 fois plus que toute la consommation électrique de la Terre pour faire fondre ces calottes de glace de dioxyde de carbone. 2. Il y a d'autres idées, comme ajouter des milliers de milliards de tonnes de poussière dans l'atmosphère ou rediriger des comètes riches en azote pour qu'elles s'écrasent sur Mars. Mais toutes ces technologies sont hautement théoriques et prendraient probablement des siècles à développer. Pour être honnête, je ne pense pas que nous allons terraformer Mars de sitôt.
Pour être clair, nous allons probablement créer une petite colonie sur Mars de notre vivant, mais l'idée qu'elle devienne une civilisation florissante, une Terre 2.0 dans un avenir proche, cela n'arrivera tout simplement pas. Personnellement, j'espère simplement que dans nos efforts pour explorer l'univers et étendre la portée de l'humanité, nous ne dépasserons pas les limites, ruinant ainsi nos chances de trouver de la vie sur Mars. Je suppose que la véritable grande question finale est: devrions-nous vraiment faire cela? Je veux dire, quel est le but? D'un côté, certains considèrent l'expansion de l'humanité vers Mars comme un gaspillage inutile de ressources. Une fuite de la Terre, alors qu'on devrait simplement utiliser ce temps, cet argent et ces efforts pour sauver la planète. Et d'un autre côté, comme le dit Elon Musk, peut-être que mettre des humains sur Mars est important pour atténuer le risque existentiel que notre Terre soit détruite par une sorte de catastrophe. Pour être honnête, personnellement, je pense que nous allons nous situer quelque part entre les deux. Il y a quelque chose à dire sur l'exploration et la façon dont elle inspire l'humanité. La façon dont nous voyons l'espace comme cette dernière frontière qui attend d'être conquise. En fait, je pense que la chose la plus précieuse que cette exploration de la planète rouge puisse apporter sera la confirmation que nous ne sommes peut-être pas seuls dans cet univers. Mais cela n'est possible que si nous n'y allons pas trop vite et que nous ne gâchons pas tout dans la recherche du profit. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Devrait-on aller sur Mars ou pas? Mais il y a quelques personnes que je n'hésiterai pas à envoyer. Je me trompe?